Alors, j'ai souhaité une intervention et après vous poserez des questions de la part de Jiménez qui concourt au geste d'or là et qui, étant du Costa Rica, nous a présenté, on va le présenter comme ça très rapidement, ce pays dont ce matin je lisais parce que nous avons notre propre délégué à la COP 16 qui a lieu là cet automne au Colombie. Effectivement, le Costa Rica, qui est le seul pays au monde sans armée et qui consacre évidemment tous ses financements à l'amélioration de la vie humaine, est le pays le plus forestier du monde, plus que le Brésil. Donc, c'était l'occasion de montrer ça. Je voudrais dire simplement, puisque tu es architecte, urbaniste, mais tu es natif, ta famille, c'est une famille où il y a eu 4 présidents du Costa Rica, donc c'est une famille très impliquée depuis le XVIIe siècle, parce qu'à l'origine, c'est des maranes. Ça me touche beaucoup, parce que c'est les Juifs chassés par la reine Isabelle. Donc une famille qui est une famille des forêts, en dehors du problème politique. On va présenter comme ça très rapidement pour que vous puissiez poser des questions, parce que le geste d'or aujourd'hui est implanté partout. Nous avons un siège à Montréal, nous avons un siège à Santiago du Chili, et je pense bien que nous allons nous installer à Mexico. Enfin, ça fait très longtemps qu'on doit y être. Donc voilà, c'est important qu'on soit globaux, hein, et donc que nous sortions de notre chère Europe. Oui, l'idée n'est pas bien sûr de vous vendre le Costa Rica. Il y a même de la polémique aujourd'hui parce qu'on a des problèmes. On a des problèmes avec les pesticides d'ailleurs, parmi d'autres. Parce que les majors, notamment américaines, réarrachent les forêts pour cultiver de l'ananas. J'ai donc interdit chez moi toute consommation d'ananas quand on n'en connaît pas l'origine. Donc oui, mais quand même, il y a une chose singulière au Costa Rica, définitivement. Il y a plusieurs, mais c'est le fait d'avoir aboli l'armée. Et ça a permis, en fait, c'est ce qui a permis de faire tout le reste. Et c'est ce que je voulais vous raconter un peu. Moi, comme Pascal a dit, je suis ingénieur, architecte, urbaniste, formaté au Costa Rica. J'étais dans le lycée français quand même, et j'ai étudié au Texas. Mais je porte un regard donc à la fois interne et externe de toutes ces choses. Et ce que je voulais vous dire, c'est quand même, j'étais consultant pour l'Agence du développement du Costa Rica, disons, en ingénierie et architecture pendant 20 ans. Et en 2018, j'ai eu le label Essentiel Costa Rica, qui est octroyé à ceux qui représentent l'essence du Costa Rica. Par rapport à son nom, Costa Rica veut dire côte riche ou côte belle, parce qu'en ancien espagnol, en fait, rica voulait dire belle. Les gens se confondent un peu, c'est directement Christophe Colomb qui l'a appelé comme ça en 1502, aussi parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup d'or, parce que les Indiens sont venus recevoir les bateaux avec beaucoup d'or. Et en fait, il n'y avait pas d'or, donc c'était vraiment la côte pauvre, et c'est ce qui nous a sauvés un peu et nous a tenus à l'écart des colonisateurs un peu prédateurs. Mais par contre, ce qui s'est passé, je vous le raconte parce que nous étions, ou ils étaient plutôt des artisans et des commerçants, les Indiens. Donc, ça veut dire qu'il y avait au départ, depuis même l'ADN de la culture indienne, une société plus horizontale qu'au Mexique et qu'au Pérou. Et il n'y avait pas de pyramides, par exemple. Ça se symbolise par leur pratique, disons, créative. Parce que je présente là une boule, dans la photo au centre, il créait des parcs de sphères. C'est ce qu'il faisait un peu à l'instar de Karnak, mais c'était des arrangements des pierres et sphériques. Et ça s'est traduit finalement par une société beaucoup plus horizontale. Après, avec le café, la production et l'exportation du café, les dames travaillaient. C'était une société très égalitaire, même entre hommes-femmes, etc. Et donc, je l'ai déjà dit, un pays sans armée, une éducation et santé gratuite, et un pays brut, un PIB par habitant supérieur à celui de la Chine aujourd'hui et du Brésil. Très peu de migrants. Moi, je suis une de quelques exceptions qui décident d'aller ailleurs.
Et bien sûr, aujourd'hui, un pays où l'environnement est la priorité et, où les forêts sont une des priorités. Donc les forêts avaient baissé à 30% et vous les avez reconstituées à 60%. C'est ça, c'est là, j'accélère un petit peu si tu veux parce qu'on est en retard. Mais bon, oui, ça c'est pas récent. On a eu une révolution en 1948 et c'est là où celui qui a gagné la révolution, parce qu'il y avait eu une fraude électorale, a déposé les armes et a dit premièrement, je ne suis pas le président, parce que tout le monde lui acclamait comme président. Il a dit non, c'est lui qui est le président et c'est lui qui a gagné les élections. Donc, monsieur Picado, venez, et vous êtes président. Bien sûr, il était très intelligent, ce mec, bien sûr. Et après, il a été président 3 fois, bien sûr. Et il a aboli l'armée. Ils ont décidé d'investir les fonds qu'ils allaient diriger vers l'armée, vers bien sûr l'éducation, la santé et ce qu'ils ont appelé une utilisation raisonnable et raisonnée et accessible des ressources. Et donc, ils ont regardé les pays. Nous, on a beaucoup d'eau, on a une topographie qui se prête. Donc, depuis 70 ans, on a créé un réseau de centrales hydrauliques. Et ce qui fait que notre pays a un réseau électrique décarboné à 97%. Et c'est le record du monde. Hein. Oui, bon. Il y a aussi l'Islande, je crois. Mais moins. Et avec moins d'habitants. Hein. Oui. Et voilà. Et puis, il y a le sujet aussi, bien sûr, de la biodiversité. Nous sommes un pont aussi, un pont entre 2 océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, 2 continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et un pont entre cultures aussi, bien sûr, et un pont entre la biodiversité de l'Amérique du Nord et la biodiversité de l'Amérique du Sud. Donc c'est pour ça, en partie, que ça se double, le type d'espèces. Et nous avons donc il y a différentes études et différents chiffrages, mais il y a entre 4 et 6% de la biodiversité mondiale, dont 0,1%, quelque chose comme ça, de la surface. Et donc, en 1900, dans les années 80, après la guerre très forte au Nicaragua, au nord de notre pays, c'était une guerre civile contre Somoza, le dictateur de droite. Et maintenant, on a un dictateur de gauche. Mais donc, le président du Costa Rica a très fortement travaillé pour la paix en Amérique centrale et il a réussi, en fait. Donc, il a gagné le prix Nobel de la paix. Et je le mentionne parce que, encore on retrouve la paix. Et à ce moment-là, on était à un moment crucial où le couvert forestier était descendu à moins de 30%. C'était une catastrophe. Donc, il a eu le prix Nobel de la paix et tout. C'est pas que lui, bien sûr, mais donc aux années 90, juste après, il a dit bon, on a fait la paix en Amérique centrale, maintenant on va faire la paix à la nature. Et on a monté bien sûr toutes les lois de protection de la biodiversité et toutes les lois des parcs nationaux. On a créé, ils existaient déjà, mais on a formalisé presque 30% de la surface du pays en parcs nationaux. Et on a créé les lois pour financer, ça s'appelle FONAFIFO, le fonds pour financer les forestiers et les agriculteurs qui sont en capacité de maintenir un pourcentage de couverture végétale, etc. Tout ça, on a fait dans les années 90, mais aussi, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais le prix Nobel de la paix et l'écotourisme nous ont mis dans le plan mondial. Donc, d'un jour à l'autre, on a commencé à nous connaître. Et je le dis parce que ce n'est pas anodin. Si on n'avait pas le tourisme là-bas, d'où viendrait l'argent et d'où viendrait l'économie. C'est pour ça qu'il y a eu un président avant, on parlait du Fonds monétaire international, qui a aussi fondé l'Université internationale pour la paix. Mais lui, par contre, il a dit qu'on n'allait pas payer au Fonds monétaire international. C'était au début des années 90. Et comme résultat, l'économie s'est effondrée et c'était juste avant la dégénération de la forêt. Donc, on a passé de la conservation à la régénération et on a eu le prix champion du monde de la part des Nations Unies en 2019. Et je vous ai raconté par rapport aux politiques
des années 90 et le paiement pour services environnementaux de la forêt, etc. Et voilà, il y a les pépinières, c'est aussi une approche intégrée du territoire où on aide, c'est pas seulement une aide pour la forêt, c'est une aide pour les produits locaux, pour l'économie locale, pour les filières locales. C'est la seule économie mondiale. Dans le monde entier, c'est la seule économie intégrée. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a que celle-là. Bon, oui, et donc après FONAFIFO, après, disons, une décennie de travail à l'interne avec les Papouas-Nouvelle-Guinée, ils ont présenté à la COP 13 en 2017 un programme semblable, disons, à partir de l'expérience du Papouas-Nouvelle-Guinée et du Costa Rica, le programme RED++, et qui est devenu aujourd'hui un des programmes, disons, exemplaires des Nations Unies et qu'on essaye de mettre en place dans plusieurs pays, encore une fois, pour le développement économique et social et la gestion durable intégrée des forêts et des économies locales. Alors la bataille quand même, parce qu'ils sont remontés à 60%, mais la bataille contre évidemment les grandes plantations, c'est toujours la même lutte, c'est une lutte d'ailleurs Antoine pourrait peut-être en parler, c'est une lutte entre l'agriculture et la forêt, d'où l'agroforesterie, mais qui ne se développe que très peu, l'agroforesterie, que je sache en France. Tu peux en dire un mot ? Oui. Sur l'agroforesterie ? Oui, parce qu'elle se développe très peu. Moi, j'avoue, j'en vois très peu d'exemples. Oui, c'est ça. C'est surtout on parle beaucoup de réhabiliter des haies, mais on est aussi surtout en train de continuer d'en arracher. Voilà. Oui, parce que tout ce qu'on dit est faux. On fait exactement le contraire de ce qu'on dit. Mais ça, vous le savez. Sauf que ça se voit dans les champs. Donc oui, à cause de ce problème, aujourd'hui, le président, l'actuel président, qui est un peu polémique aussi, mais il est un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international dont on parlait. On est en train de travailler avec le Fonds monétaire international sur un programme qu'ils appellent ProGreen, qui est sur le management intégré du territoire. Et c'est d'aller essayer de résoudre ce problème. Ce que nous essayons de promouvoir, nous, en France, aujourd'hui. Voilà. Et, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière entre départements, régions. Enfin, le localisme français est une catastrophe. Le personnalisme et pas le localisme. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, pour moi, ça c'est très intéressant. Ce qui se passe ici en France, mais aussi au Costa Rica et en général, disons, dans les conversations même que nous sommes aujourd'hui et ailleurs. Et parce que, bon, quand je suis venu à Paris, pour moi, j'avais un élan et je l'ai. C'est impressionnant le côté culturel. Et pour moi, c'est équivalent à ce que je sens pour la forêt. Peut-être c'est un peu plus fort pour la forêt, mais pour moi, quand je suis venu ici, c'était comme un choc de civilisation entre ce que je vivais au Costa Rica du côté nature et ce que j'ai vécu ici à Paris du côté culture. Donc mon travail personnel de fin d'études en architecture, je l'ai nommé « Nos arbres sont nos monuments » il y a 20 ans. Et c'était une proposition symbiotique de comment dépasser la dichotomie nature-culture, aller par-delà nature-culture, comme dit le fameux anthropologue. Et voilà, donc c'est à partir de cette réflexion-là, c'est où on est aujourd'hui. Et je crois que là, il y a une opportunité énorme, vraiment, pour la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a, au Costa Rica, on a la nature. Ici, vous avez la possibilité de compléter avec la culture et de faire non seulement la paix à la nature, mais de faire la paix entre la nature et la culture. Merci. Alors, après quoi, on terminera par Édouard François, architecture et nature, mais je voudrais les questions. Donc Philippe Nier. Donc non, je disais que c'est un exemple extraordinaire. C'est tellement intelligent de comprendre à la fois
le lieu, la manière dont la nature a mis des millions d'années à s'installer sur ce lieu, et la manière dont l'homme intervient et le comprend. Parce que la grande difficulté, c'est de comprendre le lieu, là où vous vivez. Et j'ai juste un exemple quand même en France, où on a des choses qui sont un peu similaires avec vous. C'est au Pays Basque. Au Pays Basque, vous avez les Basques, qui sont des gens qui ont un respect, mais vraiment un respect du sol, et un respect des paysages, de la qualité des paysages, et de tout ce qui a touché en fait la manière de traiter ces paysages sans les dénaturer. J'insiste, sans les dénaturer, en respectant. Vous, ce que vous avez fait là, c'est extraordinaire. On devrait en parler dans le monde entier de ce que vous avez fait. C'est vraiment très, très, très beau. Et puis j'ai un autre exemple, parce que à propos de l'agroforesterie, là dont on parlait, c'est qu'avant, dans nos campagnes, on avait les paysans, ils étaient loin d'être bêtes. On bornait les parcelles avec des noyers. Pourquoi on bornait les parcelles avec des noyers ? Parce que des fois, il y avait de très mauvaises récoltes. Alors on coupait un noyer. Et avec une bille de noyer, on pouvait repartir. Donc le noyer faisait partie des paysages qui bornaient les parcelles. Et il y a un autre lieu aussi que j'ai vu, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est au Portugal. Au Portugal, ils plantent du chêne-liège, mais très espacé, pour récolter le liège. Ils ont associé avec le liège des oliviers, et sous les oliviers, ils ont des céréales. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur la même parcelle, vous avez une façon de gérer d'une manière intelligente et productive, ce qui vous permet de vous nourrir, ce qui vous permet de vendre du liège, et ce qui vous permet de récolter des olives. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Tu voulais ajouter ? Oui, je vais ajouter une chose par rapport aux réglementations et à la politique, parce qu'on parle, bien sûr, tout le temps des silos, des fragmentations, etc., disciplinaires, mais on ne parle pas beaucoup des lois. Et on a l'habitude de créer des lois de standardisation, des formules. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de formule. Dans la systémique et dans la nature et dans le vivant, c'est toujours sur mesure. Même les analyses au niveau urbain, territorial, c'est toujours sur mesure. Et ici, on veut avoir, ici et partout, mais on veut continuer à rajouter des couches de standardisation C'est la raison pour laquelle Ford était pour Hitler. Je suis désolé de le dire, parce que c'était la standardisation taylorisée. Et effectivement, Hitler, il y a une seule race, ce qui n'existe pas, mais peu importe. Mais ça va très très loin. Mais en tous les cas, merci à vous, parce que ça rejoint ce qu'a dit Pierre-Olivier Monteil tout à l'heure. Je ne sais pas où il est parti, il est quelque part. Oui, il est parti. Il est parti. Bon, je ne sais pas s'il est parti. J'en sais rien. Mais sur le jeu, l'individualisation, il ne confondait plus jamais philosophiquement individualiser et individuation. Nous sommes dans l'individuation et non pas dans l'individualisation. C'est la différence entre les deux jeux. Édouard François, tu veux venir ?